Eh bien, moi, je m'appelle Sergueï Piotrovitch Dorlik. Je suis responsable de la mission Culture et patrimoine historique des Hospices civils de Lyon, ce qui consiste à piloter les grands partenariats avec les institutions culturelles lyonnaises et métropolitaines, les projets culturels et artistiques que nous menons dans les hôpitaux, donc dans les 13 établissements des Hospices civils de Lyon. Et puis, alors c'est depuis un an et depuis 10 ans, je suis responsable de la restauration de la chapelle de l'Hôtel-Dieu et du musée des Hospices civils de Lyon. Tout ça fait un peu long. Je vous remercie, merci l'association Claude Bernard pour cette invitation et le musée Claude Bernard pour l'accueil. Donc aujourd'hui, je suis venu vous parler de l'histoire et de la chapelle de l'Hôtel-Dieu et de ces différentes restaurations et en particulier du projet que nous menons depuis maintenant 15 ans. Alors, je vais vous proposer une perspective assez historique, chronologique de la chapelle et de ses liens forcément avec l'Hôtel-Dieu. Alors, sans doute beaucoup d'entre vous connaissez l'Hôtel-Dieu de Lyon, j'imagine. Oui, c'est pas un lieu inconnu pour vous. L'Hôtel-Dieu, c'est une histoire qui remonte à longtemps parce que il a débuté au XIIe siècle. Alors, ici, sur le plan scénographique de Lyon, qui date d'environ 1550. C'est assez intéressant parce qu'on voit l'Hôtel-Dieu, puis on voit aussi le pont du Rhône, parce que l'Hôtel-Dieu était très longtemps lié au pont créé par les frères pontifes. Et on voit ici en rouge foncé notamment le cloître, qui est aujourd'hui le grand cloître de l'Hôtel-Dieu, qui est la partie finalement la plus ancienne de ce site, et en rose clair euh, l'Hôtel-Dieu qu'on appelle l'Hôtel-Dieu le Grand Corps, construit en 1493. Ici, sur une vue du 19e, qui n'est peut-être pas exactement celle qui était celle de ce grand corps qui a été détruit au 17e, mais c'est quand même une vue, si vous connaissez les hospices de Beaune, il faut imaginer comme ça une grande nef principale. Alors c'était séparé avec d'un côté les hommes, de l'autre les femmes, et puis au bout une chapelle. Et donc c'est ici qu'a travaillé François Rabelais, qui est peut-être le plus connu, de 1532 à 1535, mais aussi Jacques d'Aléchamps, qui est un botaniste et médecin connu. Alors 1493 pour le Grand Corps, et l'Hôtel-Dieu s'est appelé l'hôpital de Notre-Dame de Pitié du Pont-du-Rhône à partir de 1507, avec cette figure de Notre-Dame de Pitié qui était une nouvelle figure de la Vierge, qui est de consolation, d'accueil, et qui changeait des vierges de souffrance qu'on avait au Moyen Âge. On voit ici sur un détail d'une voûte, la chapelle Notre-Dame de Pitié, la chapelle latérale dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu. C'était très longtemps le blason de l'Hôtel-Dieu. Alors, des fois, si vous voyez la Pietà, ça peut servir c'est le blason, donc on dit aujourd'hui le logo. Puis une vue de Jacques d'Aléchamps c'est un détail un portrait d'Escriche qui fait partie des collections du musée. Et Jacques d'Aléchamps, on l'a un petit peu perdu aujourd'hui, mais il était très connu à l'époque, et notamment pour ses travaux alors comme médecin, puis également comme botaniste. Il avait publié une somme importante dans ce domaine à cette époque. Alors l'Hôtel-Dieu au XVIIe, Lyon va se développer comme ville de foire et comme ville aussi frontalière. Et il faut accueillir des personnes. Initialement, au Moyen Âge, un hôpital, c'était un lieu où il y avait un lit. C'était un hôpital, c'est un lieu qui pouvait accueillir par exemple les pèlerins et pas uniquement des gens pour des raisons de soins, patients ou blessés. Ça s'est développé avec le temps. Et au XVIIe, il y a vraiment ce besoin d'accueillir de plus en plus des personnes soignées, blessées, des femmes enceintes également. Et on va développer, il va y avoir ce plan d'Antonio Mai, de César Laure, qui étaient des recteurs de l'Hôtel-Dieu, de construire un grand hôpital sur un modèle italien. Modèle italien, c'est-à-dire un plan en croix avec en son centre une chapelle avec un dôme et attenant une grande église. Alors en Italie, c'est un projet qui a eu à Milan, à Parme, à Modène et à d'autres endroits, mais ils avaient rarement les fonds pour vraiment le mener à bien. À Lyon, c'est peut-être le premier endroit où finalement ce projet a été mené à bien assez rapidement. Et sur cette vue de 1635, ce qui est intéressant, c'est qu'on est entre la construction de l'hôpital qu'on appelle des 4 rangs, qui s'est fini en 1622, et la construction de la chapelle, puisque le bâtiment en rose clair, en fait, c'est encore le grand corps de 1493 qui n'a pas encore été détruit.
Donc la chapelle, elle va être construite de 1635 à 1655 sur l'emplacement du grand corps du 15e. Et on voit ici, c'est Daniel Pagès qui avait proposé cette restitution pour comprendre un petit peu comment la chapelle se construit à la place de cet ancien grand corps. On voit que c'est pas tout à fait dans l'alignement, c'est un petit peu décalé, mais en gardant quand même cet axe est-ouest et le long de la rue de la Triperie qui va disparaître plus tard. Aujourd'hui, c'est la place de l'hôpital qu'on a vu tout à l'heure dans cette vue du 19e avec le grand corps. Donc là, on voit la façade de la chapelle. C'était avant sa restauration, c'était en 2015. Et puis, on voit aussi sur la gauche le portail de Delamonce qui permettait comme ça de fermer le cloître tout en l'ouvrant sur la place de l'hôpital qui date du XVIIIe siècle. Alors la chapelle de l'Hôtel-Dieu, qui d'entre vous est déjà rentré? Est-ce que vous la connaissez? Oui, vous êtes nombreux quand même. Est-ce que vous l'avez déjà vue depuis le début de la restauration? Oui et non, pas tout le monde. D'accord. Alors ici, on peut la voir d'une façon que personne ne l'a jamais vue, c'est entièrement blanche. C'était Francis Martinuzzi qui a fait cette proposition de restitution de la chapelle, finalement avant le 19e, avant la Révolution, parce qu'on sait qu'initialement, elle était entièrement blanche, et pendant le XVIIIe siècle, ils ont essayé de c'est un peu devenu un peu noirci, et du coup, ils l'ont reblanchi au blanc de Troyes plusieurs fois, et avec un maître-autel comme ça, à la romaine dans son fond. Mais, alors au XVIIe, il reste deux œuvres en gros du XVIIe, c'est La Vierge à l'Enfant de Jacques Mimrel et La Mater de Rosade de Thomas Blanchet. Et on voit ici cette Vierge à l'Enfant qui est peut-être un petit peu le chef-d'œuvre aujourd'hui de la chapelle et qui a sa légende, puisqu'on raconte qu'à l'époque, au XVIIe, elle avait été installée sur le pont qui était sur la Saône, le pont du Change, et qu'il était question de l'amener sur le pont du Rhône, parce qu'à l'époque, il n'y avait que deux ponts à Lyon. Et donc on la met sur un chariot tiré par des bœufs pour traverser la rue Confort jusqu'au Rhône. Et puis là, les bœufs, arrivés devant la chapelle de l'Hôtel-Dieu, s'arrêtent. Impossible de les faire redémarrer. Alors, les Lyonnais ont bien sûr compris que c'était la Vierge elle-même qui voulait être installée dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu et ils ont accédé à sa demande. On ne pouvait pas faire autrement non plus. Alors c'est la belle histoire, on a aussi retrouvé des archives où c'est l'administration qui avait demandé à ce que la Vierge soit installée ici, mais ça s'appelait quand même la chapelle Notre-Dame de l'Hôtel-Dieu, du pont du Rhône, Notre-Dame de Pitié. Cette Vierge était importante, et puis si bien que là on voit sur la photo centrale, donc ça c'était avant le début des restaurations, on la voit, elle était installée sur une grande colonne, vraiment derrière le maître-autel. Et on pense qu'elle était là depuis 1941, parce que 1941, c'est la date de sa restauration. Aujourd'hui, quand on a fait visiter la chapelle, c'est à la fois c'est une très belle Vierge helléniste, dans un style hellénistique, c'est-à-dire elle nous apporte aussi son enfant, elle est en mouvement, et puis il y a un travail qui est fait sur le marbre, sur le drapé, sur les cheveux qui est remarquable. On a vraiment l'impression de percevoir son corps à travers un voile qui paraît très transparent, très léger. Et puis, quand on regarde les cheveux de l'enfant lui-même, quand on regarde les plis du drapé sur les avant-bras de la Vierge, et quand on regarde son sein gauche, on voit peut-être pas très bien sur l'image, il aurait peut-être fallu un détail. Vous le voyez? Anatomiquement, il y a un gros défaut et le travail sur les drapés est assez catastrophique. C'est très, très simple. Donc ça, c'est la restauration de 1941. En fait, l'enfant et les avant-bras avaient disparu et le restaurateur de l'époque, on a gardé son nom malheureusement, mais par contre, on ne sait pas sur quoi il s'est basé. Aujourd'hui, si une œuvre est endommagée et qu'on n'a pas les moyens de la restaurer telle qu'elle était initialement, eh ben, on ne le fait pas. Alors, c'est l'une des deux œuvres qui a été conservée après la Révolution, parce qu'à la Révolution, la chapelle a été transformée en dépôt de salpêtre. Toutes les œuvres ont été dispersées, détruites, fondues pour celles qui pouvaient l'être pour des armes. Et arrivé au XIXe siècle, en 1802, création des Hospices civils de Lyon, en réunissant l'Hôtel-Dieu et la Charité.
Et à partir de là, il va y avoir une volonté de restaurer cette chapelle, dont il reste l'architecture de cette chapelle jésuite. Je ne vais pas parler de l'architecture. Le plan jésuite, ça consiste en un plan avec une grande nef, des chapelles latérales peu profondes, parce qu'on est dans le mouvement de la contre-réforme, où il s'agissait de rétablir une confiance entre les fidèles et l'Église. Et pour rétablir cette confiance, on va créer un lien direct à l'officiant. Il n'y a pas de jubé, on évite les bas-côtés, tout ça. Donc on a beaucoup de chapelles à cette époque-là. À Lyon, la chapelle de la Trinité, qui est construite sur ce modèle-là également, ou des églises à Chambéry, par exemple, ou à beaucoup d'endroits dans la région. Mais au XIXe siècle, la restauration commence avec les tableaux entre 1806 et 1809, avec François de Loras, donc tableau qui est sur votre gauche. François de Loras, la résurrection de Lazare. François de Loras était le fils d'un administrateur de l'Hôtel-Dieu. Il avait proposé ce tableau. Il avait été accepté par le conseil d'administration. Au centre, c'est le Christ en croix de Gioacchino Giuseppe Serangeli, qui était un élève de David, un Italien, mais qui a fait ses classes à Paris et qui était un peintre reconnu à l'époque. Et puis Joseph Chabor, qui est un peintre également connu, qui a fait le Bon Samaritain. Et donc on a comme ça les trois vertus théologales, avec l'espérance, la foi et la charité qui sont représentées dans ces trois tableaux. Et tout au long du XIXe siècle, en fait, la restauration va concerner, ensuite on va installer des stalles, on va refaire les boiseries des chapelles latérales, on va refaire les vitraux. Les vitraux, ils datent d'environ 1845. Une spécialiste nous a expliqué que c'est assez intéressant ces vitraux parce que au XIXe siècle, on savait tout à fait faire des vitraux transparents. Et ici, vous voyez sur cette image que la partie centrale, il y a des touches de couleur sur de nombreux verres. Et en fait, c'est pour faire en sorte que ces vitraux soient d'un goût 17e ou 18e, à une époque où on ne savait pas faire des vitraux transparents. Donc c'est artificiel pour garder une cohérence entre les vitraux et l'époque de construction de la chapelle. Et de la même façon, la frise qui est sur le pourtour du vitrail reprend des motifs qu'on a sur l'Hôtel-Dieu, comme la feuille de chêne, mais alors avec des couleurs qui sont typiquement 19e, parce que ce vert ou ce bleu, on ne savait pas les faire avant. Donc au 19e, c'est assez intéressant comme on essaye de faire des choses qui conservent une cohérence avec les temps anciens, mais ça se voit que c'est du 19e. Et la chapelle, donc aujourd'hui, ce qui marque vraiment son identité, c'est peut-être le grand décor peint d'Alexandre Denuel, qui est un décorateur qui a beaucoup travaillé avec Viollet-le-Duc. Et j'aime beaucoup cette citation de Viollet-le-Duc qui dit que restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, mais c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. Donc on est dans quelque part dans une réimagination du lieu. Et donc c'est un acte de création complètement. Et donc là, en l'occurrence, un acte de création qui passe beaucoup par ce grand décor peint, qui va reprendre des éléments qui sont sur la façade, qui sont également sur les façades de l'Hôtel-Dieu, pour proposer quelque part cette innovation d'un grand décor peint qui est en trompe-l'œil. Alors il y a eu un premier essai de restauration, on le verra tout à l'heure, dans les années 80. Au début des années 80, ils n'avaient pas compris que c'était un décor en trompe-l'œil, ils avaient compris que c'était des motifs de relief. Et c'est Didier Replin, l'architecte en chef des monuments historiques avec lequel on travaille depuis le début de la restauration, qui avait fait venir en 2007 un restaurateur qui était à quelques semaines de la retraite et qui, avec quelques sondages, avait réussi à comprendre que c'était effectivement un trompe-l'œil, à dégager les différentes ombres qu'il y a pour toutes les feuilles d'acanthe sur les frises et les voûtes. Et chaque voûte a, dans le centre du blason, un symbole et une inscription qui est propre à la chapelle latérale concernée. Ici, c'est la chapelle des fonts baptismaux. Je suis parti sur le truc. Je pense que ça marche pas. Attends. Alors, au 19e, il y a également toutes les chapelles latérales qui ont été réornementées. On a créé des sculptures, des retables, des sculptures, des devants d'autel, notamment avec Fabiche, Joseph Hugues Fabiche, qui était le grand sculpteur de l'époque à Lyon pour tout ce qui est religieux. Et au 19e siècle, par contre, elle a été oubliée. C'est-à-dire que quand on a commencé la restauration, les travaux en 2012, on arrivait sur 150 ans d'absence totale de restauration sur le grand décor peint.
oubliée, mais elle était quand même utilisée régulièrement par les sœurs hospitalières, qui étaient les aides-soignantes et les infirmières à l'Hôtel-Dieu jusque dans les années... Les dernières sont parties au début des années 80. Et c'était là qu'elles faisaient leur cérémonie de prise d'habits et qu'il y avait également leurs funérailles, en plus des messes quotidiennes. C'est surtout un lieu où il y a eu beaucoup de baptêmes. Beaucoup de Lyonnais nés à l'Hôtel-Dieu ont été baptisés. Certains d'entre vous, oui, oui. Entre les années 40 et les années 70, il y a eu, on estime, entre environ 30 000 enfants qui ont été baptisés à cet endroit-là. Alors beaucoup, c'était, on m'a raconté que c'était souvent le dimanche, qu'on restait plus longtemps à l'époque, enfin les femmes restaient plus longtemps à l'époque à la maternité, et le dimanche, il y avait un baptême collectif des enfants. Donc on voit ici sur cette image qui n'est pas datée, les parents avec les enfants, puis quelques sœurs, on en voit une avec les collerettes reconnaissables. Et puis, mais avec quelques histoires, il y a un monsieur qui m'a raconté comme ça qu'il a eu 2 filles qui sont nées à l'Hôtel-Dieu dans les années 60-70. Alors la première a été baptisée sans qu'on leur demande leur avis. Elle a été un petit peu embêtée parce qu'ils étaient orthodoxes. Alors ils ont dû la rebaptiser derrière. Et puis quelques années plus tard, il a eu sa seconde. Enfin, ils ont eu. Et par contre, la sœur, c'était pas la même. Et elle a demandé aux parents leur avis. Donc il y avait aussi des pratiques qui ont changé au fur et à mesure du temps. La restauration de 1982, on voit ici une image avec les échafaudages de l'époque. Il reste quelques sondages. C'était Gabriel Mortamé, qui était l'architecte en chef de Monuments historiques à Lyon à l'époque, qui avait commandé ces quelques sondages. Alors, la façade avait été restaurée. En fait, il y a eu un grand plan d'humanisation de l'hôpital à l'époque, dans les années 70, qui avait conduit, par exemple, à refaire le grand réfectoire, le grand dôme et d'autres endroits, pour faire notamment des salles de conférence. Et qui est ce projet, donc beaucoup de restauration de façades, et puis y compris la façade de la chapelle. Et l'intérieur, ils ont essayé, enfin, il y a eu un début de projet, mais qui s'était arrêté là, qui avait été chiffré à l'époque à 1 million l'équivalent d'1 million d'euros. C'est pour ça qu'au tout début, quand on a commencé le projet en 2007-2008, le budget était de 1 million d'euros, et non pas 8 comme aujourd'hui. Mais sous l'impulsion de Claude Laprac, neurochirurgien aux Hospices civils de Lyon, de René Mornex, qui a eu de nombreuses fonctions, un grand médecin lyonnais qui nous a quittés l'an dernier, malheureusement. Et puis ensuite, c'est Suzanne Marchand qui avait continué ce projet, qui a débuté en 2007-2008. Et l'idée, c'est de restaurer la chapelle entièrement. Donc entièrement, c'est vrai que ça demande 7 à 8 millions d'euros, et donc ça a été au départ uniquement permis grâce à des mécènes, comme le Crédit Agricole et d'autres, pour environ 600 000 euros. Je vous ai mis des images, là par exemple, on va les voir les unes après les autres. La chapelle de la Vierge, on voit avant restauration, où on voit que dans la niche, c'était une Vierge bourguignonne, puisque la Vierge de Mimrel était sur sa colonne derrière le maître-autel. Et on voit qu'il y avait vraiment, enfin c'était assez dégradé, on ne lisait plus rien, le nombre de personnes, enfin les personnes qui venaient à la chapelle nous demandaient souvent combien d'incendies il y avait eu, tellement c'était noir, je dirais plein dit que la crasse était comme caramélisée. Et alors depuis 1987-88, il y a des lois qui font que nous sommes accompagnés beaucoup mieux par les architectes en chef des monuments historiques et par des restaurateurs de grande qualité. Donc aujourd'hui, on n'a plus de risques comme il y a eu pour la Vierge de Mimrel et quelques autres endroits. On a entendu parler dans d'autres pays comme en Italie ou en Espagne de catastrophes en termes de restauration d'œuvres d'art. Aujourd'hui, sur les monuments historiques, la chapelle est complètement monument historique, il y a un suivi qui est très précis, ce qui permet d'avoir une restauration qui est pertinente. Donc on voit sur l'image de droite la chapelle avec cette voûte du décor de Denuel. On voit un petit bout d'une des toiles marouflées d'Antoine Sublet, et puis cette Vierge qui a été remise. Et alors c'est vrai que comme avant restauration, on part, enfin c'est vraiment noir, gris, on ne sait même pas quelles sont les couleurs qui vont être découvertes, mais on s'est aperçu qu'avec les bonnes techniques de restauration, une fois qu'on enlève la crasse, qu'on dépoussière, finalement la couche picturale est bien conservée. Il y a beaucoup de feuilles d'or sur les anges, sur le reliquaire, qui étaient très très bien conservées. C'est dans les voûtes où il y a eu des selles qui sont parties et la couche picturale a été un petit peu enlevée, donc il faut la reprendre.
mais sinon, finalement, la crasse a permis, en cachant la chapelle au regard et aux mauvaises restaurations qui auraient pu avoir lieu avant les années 80-90, finalement de conserver la chapelle. Après, à partir de 2013-2014, c'est la chapelle des fonts baptismaux, donc c'est ici que beaucoup d'enfants ont été baptisés pendant longtemps. Et on voit ici, donc, pareil, avant restauration, après restauration. Il y a aussi un tableau qui a été déplacé pour pouvoir conserver. Il était à la place de. Parce qu'on voyait tellement pas le décor qu'ils ont mis des tableaux par-dessus le décor, par-dessus même l'une des toiles d'Antoine Sublet. Il y a un tableau qui avait été accroché dessus, tellement on ne voyait plus le décor et la peinture. Pour vous montrer, vous avez vu un peu la taille des bâtiments. On est sur des outils qui sont le pinceau, mais qui sont aussi la seringue, le scalpel, des outils qu'on retrouve à l'hôpital d'ailleurs. C'est-à-dire qu'une chapelle latérale, il faut compter 6 mois de travaux pour la restauration, donc 4 mois uniquement pour le décor peint à 2 restaurateurs. Donc c'est quelque chose d'assez monumental. On voit ici la chapelle du Sacré-Cœur qui a été restaurée à la suite. Alors, à partir des fonds baptismaux, on a eu l'État et la ville, donc la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et la ville de Lyon qui nous accompagnent, avec d'autres mécènes comme la French Heritage Society ici. Et sur cette toile qui est assez intéressante de Jean-Baptiste Chatigny. Chatigny, il est connu à Lyon pour la fresque des Lyonnais au tribunal. Sinon, il n'a pas fait grand-chose d'autre à part aussi ces œuvres-là. Et sa rubrique nécrologique à son décès stipulait qu'il était capable du pire comme du meilleur. Et ici, c'est assez intéressant parce qu'on a le meilleur dans son traitement. Alors, il faudrait des détails que je n'ai pas mis, mais dans son traitement des figures, des visages, c'est très fin, c'est très doux. Et puis, les restauratrices nous ont demandé si on pouvait faire une étude complémentaire parce qu'en fait, entre la partie inférieure où les visages sont très beaux et la partie supérieure où en fait les visages des anges et de Dieu sont très flous, très peu nets. Il y a un travail sur la nuée qui semble plus ou moins traverser le baldaquin, c'est pas très clair. Elle se demandait si c'était le même peintre, ça avait été fait au même moment. Donc c'est des informations sur lesquelles les informations chimiques, les études ont montré que ça a été fait au même moment, certainement par le même peintre. Mais on n'a pas plus d'informations que ça, et Jean-Baptiste Chatigny n'a pas laissé plus d'informations. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au 19e, on a beaucoup d'interactions entre les œuvres d'art qu'on va mettre à la chapelle qui vont perdurer longtemps et les personnes qui étaient présentes à ce moment-là à l'Hôtel-Dieu. On a par exemple au centre l'abbé Flachy qui était aumônier de l'Hôtel-Dieu. Et puis le comte de Soultray qui est alité, qui est administrateur de l'Hôtel-Dieu. On suppose que c'est lui qui a financé cette peinture. Et puis les sœurs hospitalières étaient aussi, notamment l'une d'elles, une sœur qui était connue à l'époque à l'Hôtel-Dieu. On a restauré également la chapelle Saint-Joseph et le transept sud. En 2017, on a restauré la chapelle Notre-Dame de Pitié, avec cette Pietà de Fabiche qui reprend la Pietà de Michel-Ange. Mais alors Fabiche, déjà à l'époque, parce qu'il y avait une revue, la revue lyonnaise, dès qu'il y avait des nouvelles créations dans les églises lyonnaises, il y avait un compte-rendu critique qui était publié. Et déjà, il notait la différence entre chez Michel-Ange, la main de la Vierge est tournée vers le ciel, ici vers le sol. Et puis, il notait déjà que quand on a restauré les vitraux, ça a ramené la lumière. Et à certains moments de la journée, il y a un rayon de lumière, de soleil, qui vient sur le visage de la Vierge. Et comme il est tourné vers le ciel, on a l'impression, on voit surtout ses prunelles. Donc on a l'impression que la Vierge est un peu aveugle, c'est un peu curieux. Et puis, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'ici, on a l'impression qu'en termes de proportion, c'est à peu près correct pour l'œil, pour la représentation qu'on peut se faire entre la Vierge et le Christ. Sauf que si la Vierge se dressait sur son séant, on s'apercevrait qu'elle serait démesurément plus grande que le Christ. Donc c'est assez intéressant de voir ça en termes de représentation artistique. Et l'une des curiosités qu'on a eues à la restauration, c'est qu'on pensait que comme le groupe sculpté et la sculpture est en marbre, on pensait que ce serait blanc, et en fait pas du tout. C'était gris clair, on était un petit peu étonnés, et juste après on a restauré le retable et on s'est aperçu qu'en fait c'était tout à fait cohérent,
que le retable lui-même, c'est pas blanc, c'est un blanc un peu cassé, qui fonctionne très bien, gris clair, avec le doré qu'on retrouve aussi dans le retable. Donc on a des découvertes comme ça, et des chapelles latérales, des retables, où on s'est aperçu que parfois on avait de la pierre, là on pensait avoir du stuc, du marbre, on pensait avoir de la pierre, enfin il y a eu des découvertes comme ça qui ont été faites en cours de restauration. On a restauré également les façades et les clochers, avec pareil, de nombreux mécènes. Et puis on a la région qui a commencé à nous accompagner aussi. Alors 2018-2019, fin 2018, c'est l'Hôtel-Dieu aussi qui a réouvert, complètement restauré. La métropole a refait tout la rue, la place de l'hôpital, la rue Bellecordière, donc il y a un nouveau parvis. Il y a même un banc devant la chapelle où on peut s'asseoir et puis on peut regarder la chapelle. Donc ça permet de l'inscrire davantage dans la ville. Et puis on continue la restauration intérieure, parce qu'elle n'est pas terminée. Donc pendant le confinement, on a pu arguer que les restaurateurs étaient seuls dans la chapelle, qu'il n'était pas la peine d'être confinés chez eux. En plus, ils habitaient à Marseille. Du coup, ils ont pu continuer cette restauration de la chapelle Sainte-Marthe. Sainte-Marthe, du coup, qui est celle qui travaille, qui est une figure importante des sœurs hospitalières. Et pour l'instant, on s'est arrêté là parce qu'on avait des nouvelles demandes de la DRAC qui nous étaient faites, qui demandaient de se coordonner avec nos services techniques et notre architecte pour pouvoir y répondre et pouvoir avancer, également avec les mécènes et notamment la Fondation du patrimoine, parce qu'on travaille depuis le début avec la Fondation du patrimoine et de nombreux donateurs qui nous ont permis de restaurer notamment une bonne partie de la chapelle Sainte-Marthe et de la chapelle Notre-Dame de Pitié, et pour la suite, donc on verra quelques images ensuite. Et restaurer la chapelle, c'est développer un projet de restauration, et pour le restaurer, il faut trouver des fonds, il faut faire vivre aussi cette chapelle. Donc c'est une chapelle qui est consacrée. Il y a des messes très régulièrement, c'est la basilique Saint-Bonaventure qui s'en charge et qui a mobilisé de nombreux bénévoles pour ouvrir la chapelle tous les jours. Donc, tous les après-midi de 14h30 à 18h30, du mardi au dimanche, la chapelle est ouverte. Et donc la basilique s'occupe des activités cultuelles et de nos activités culturelles avec les Journées européennes du patrimoine, le 3e week-end de septembre, mais aussi un parcours de visite guidée sur la chapelle, le Grand Hôtel-Dieu et jusqu'à l'Université de Lyon. Et on participe aussi, on accueille des œuvres lors de la Biennale de la danse, lors de la Biennale d'art contemporain. On fait des concerts avec les étudiants du CNSMD de Lyon. Et puis depuis l'an dernier, on a développé un programme de concerts mensuels d'avril à octobre, parce que l'hiver il fait trop froid, c'est pas possible, avec le collectif des Sonneurs, qui sont des musiciens lyonnais qui sortent essentiellement du CNSMD, qui sont professionnels. Là, vous voyez une image, par exemple, où c'est des concerts. Il y a un très bel éclairage qui est proposé pour ces concerts. Et souvent, on les propose un peu au centre de la chapelle. On dispose les sièges différemment et avec des musiques classiques, pas forcément baroques, mais quand même, on réfléchit avec eux à faire, par exemple, un festival Bach en 2024. Et puis, il peut y avoir des expositions, des conférences. On communique aussi, alors, depuis 1 an et demi, on a des panneaux d'information sur l'histoire et les œuvres et les restaurations à la chapelle. Donc sur chaque chapelle latérale, ceux qui visitent librement peuvent quand même avoir des informations sur la chapelle. On a un programme qu'on fait 2 fois par an pour les visites guidées, les concerts et autres propositions qu'on peut faire. Puis on a pu faire aussi, lors de Journée du patrimoine, présenter ce jeu qu'on a créé avec l'association Spécimen, qui intervient aussi au musée Claude Bernard. C'est un jeu sur l'Hôtel-Dieu, l'Hôtel-Dieu à la loupe. Et l'idée, c'est essentiellement fait pour des enfants, mais aussi pour des familles, comme ici. C'est un jeu collaboratif pour une dizaine d'enfants qui se mettent autour du jeu et qui découvrent des indices et des objets. Et l'idée est de trouver quel est l'objet que nous avons oublié à l'Hôtel-Dieu lorsque nous en sommes partis au musée. Et c'est une façon de découvrir les objets de l'Hôtel-Dieu, les objets anciens, et qu'est-ce que c'est que des objets de musée. Donc les partenaires de la restauration, c'est essentiellement la Fondation du patrimoine, mais la chapelle, c'est une chapelle hospitalière, c'est une chapelle qui est capable d'accueillir du culturel et aussi des mécènes qui, souvent, sur les projets de restauration, n'interviennent pas simultanément, comme la Fondation du patrimoine, mais également la Crédit Agricole et la Fondation Pays de France, la Fondation Total et d'autres. Les prochaines restaurations concerneront essentiellement le transept nord
et la chapelle d'accès, qu'on espère commencer ses travaux début 2024, et aussi la chapelle des reliques, qui est le principal élément de cette phase de restauration, le grand reliquaire, qui accueille plus de 600 reliques dans ce grand reliquaire qui reprend l'architecture du dôme des Invalides, qui reprend lui-même celle de Saint-Pierre. Donc c'est tout en bois sculpté, c'est assez magnifique. Je pense que quand ce sera restauré, ce sera certainement l'objet le plus visible, le plus magnifique de cette chapelle. On n'a pas trouvé d'équivalent en Europe. On est toujours preneur si vous avez déjà vu des retables reliquaires de cette ampleur. Donc une image de la chapelle intérieure, c'était en 2022, donc ça n'a pas changé, où on voit quasiment toutes les chapelles, à part deux, et le transept nord sont restaurées. Puis on aura la nef et le chœur. Je ne vais pas parler de toutes les œuvres, je ne vais pas parler de la chaire non plus, qui est une très belle chaire du XVIIIe, qui vient du couvent des Carmes déchaussés, que vous pouvez distinguer sur la droite de l'image. C'est une chapelle qui reste une chapelle baroque, une chapelle assez chargée, mais on passe d'une chapelle qui, il y a 10, 15, encore 13 ans, était entièrement noire, et 10 ans, et aujourd'hui, on découvre toujours davantage ce qu'elle sera une fois complètement restaurée. Et une image aussi de la chapelle d'accès, qui ressemble vraiment à rien aujourd'hui, si on peut dire. Il y aura toutes les boiseries à reprendre sur le pourtour, les sols, et on voit ça, un petit sondage de 1982, où au milieu de ce grand décor tout noirci, on distingue un très beau turquoise et des couleurs or. Un ouvrage avait été publié en 2014 avec des professeurs d'histoire de l'art de l'Université Lumière Lyon 2, Dominique Bertin, Nathalie Mathion, ainsi qu'avec Gabriela Desmontés, qui était restauratrice des décors peints. Donc c'est aussi un bouquin qui parle aussi des techniques de restauration qui sont employées, avec Didier Replin et Suzanne Marchand, qui étaient chefs de projet à l'époque. Et on a développé, je l'ai signalé tout à l'heure, des visites guidées. Donc on en propose 5, donc 4 qui sont commercialisées sur le site de l'Office du tourisme de Lyon pour les visites individuelles. Et puis on accueille aussi des groupes selon les disponibilités de nos guides, et puis lorsque les dates que souhaitent les groupes, donc qui permettent de découvrir à la fois le Grand Hôtel-Dieu de Lyon et la chapelle d'un point de vue hospitalier, médical et aussi artistique, architectural, et une visite donc du Grand Hôtel-Dieu à l'Université Médecine et Sciences dans la ville, qui est un parcours pour découvrir quelle est l'histoire de l'enseignement de la médecine et des sciences à Lyon, en particulier au XIXe siècle, qui résonne bien avec les objectifs et les thèmes de l'association Claude Bernard. Et la 5e visite, c'est la visite de la chapelle de l'Hôtel-Dieu qu'on propose au groupe en 1 heure. Alors, on pourrait y rester beaucoup plus longtemps parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Et voilà, donc si vous souhaitez découvrir la chapelle et l'Hôtel-Dieu pour aller plus loin, je vous invite à venir à Lyon à ces visites. Merci.